Podtaf. 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 Bienvenue dans Podtaf, Le podcast qui te fait découvrir des métiers. Waouh! Moi, c'est Laura. Et moi c'est Sarah, On a passé la trentaine, on a testé pas mal de métiers. sans jamais trouver le bon. Aujourd'hui, on sait toujours pas ce qu'on veut faire. Alors on est parti explorer les métiers. Pour comprendre ce qu'ils sont vraiment. Et on vous emmène avec nous. C'est parti, Sarah? C'est parti Laura, t'es prête? Oui. Et justement, on accueille notre nouvelle invitée du jour. Bonjour Élodie Roté. Bonjour, Peux-tu me dire Élodie, quel est ton métier? je suis médiatrice en archéologie. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je conçois et j'anime des ateliers d'archéologie pour faire découvrir les techniques et les métiers de l'archéologie et aussi les civilisations du passé et les modes de vie du passé. Des ateliers sur les techniques de fouille, donc j'invite les participants à pratiquer par eux-mêmes une sorte de fouille archéologique. Est-ce qu'on peut s'arrêter là et que tu nous expliques comment on fait une fouille? Donc la première étape, c'est la prospection. On va chercher des chantiers de fouille, des indices qui peuvent nous laisser penser que sous le sol, il y aurait des sites archéologiques. Donc on peut faire de la prospection aérienne. Aujourd'hui, ça se fait avec des drones. On va envoyer des drones au-dessus des champs, cultiver des champs en culture. Et en fait, en fonction de la présence ou non de vestiges sous le sol, les cultures vont pousser plus ou moins haut et ça va du ciel laisser des traces qui pourront nous indiquer la présence de restes de bâtiments en fait, sous le sol. Et on peut aussi faire de la prospection pédestre. Donc on y va à pied et on marche dans les champs. Là, on y va après les labours parce que les machines de labour, en retournant la surface du sol, vont faire remonter des vestiges archéologiques s'il y en a en dessous. Et donc, si on en trouve en marchant dans les champs, ça peut indiquer la présence d'un site archéologique sous nos pieds. Et qu'est-ce qu'on espère trouver? En général, on retrouve des tessons de poterie, surtout. C'est ça qu'on retrouve le Des quoi? plus. Des tessons tessons, Sur le sentier des morceau morceaux de céramique de poterie cassée, c'est ça qu'on va retrouver le plus. On peut retrouver parfois des monnaies, on peut retrouver un peu de matériel lithique, donc du matériel en pierre, des morceaux de silex taillés, des choses comme ça. Et imaginons, il y a un gros chantier, il y a un bâtiment qui va être construit, donc ils vont creuser Ouais. très profondément et ils vont trouver Alors, une fresque cachée. Ou une cuillère? Alors ça, c'est la deuxième façon de trouver des sites archéologiques. Ça s'appelle l'archéologie préventive. Donc en fait, quand on va construire quelque chose, que ce soit un bâtiment public ou privé, ça peut être par exemple pour les lignes de chemin de fer, les autoroutes, ou bien n'importe quoi, une piscine municipale, un supermarché, un parking, n'importe quoi. On va devoir, avant de fouiller, faire ce qu'on appelle un diagnostic. Donc il y a des archéologues qui vont être invités à venir sur le chantier pour faire des sondages. Donc ils vont creuser des trous pour voir si on trouve des vestiges ou pas. S'il n'y a pas de vestiges au moment du diagnostic dans les sondages, on fait les travaux et il n'y a pas de problème. Si au moment du diagnostic dans les sondages, on trouve des vestiges, on va prescrire une fouille archéologique qui va avoir une durée fixée à l'avance. Donc ça peut être quelques semaines à quelques mois. Et une fois que le délai est passé, c'est terminé. Qu'on ait fini de fouiller ou pas, Le chantier peut le en chantier être entamé. prend le dessus. Donc possiblement, Euh, on perd le site on qui perd était le peut-être avec une Oui. fouille incroyable. Alors après, si au moment de la fouille, il y a des découvertes plus importantes que prévues qui sont faites, On on prolonge. peut prolonger un Prolonger, peu ouais. la fouille. Et très exceptionnellement, il y a un dispositif qui permet à l'État de préempter le terrain, donc de dire je récupère le terrain et je vous en donne un autre à la place. Mais ça arrive extrêmement rarement. Il faut qu'on fasse vraiment une découverte exceptionnelle pour pouvoir préempter un terrain comme ça. Pendant la fouille, on va donc étudier le terrain qu'on trouve et au fur et à mesure prélever les objets qui sont découverts. On va les marquer, les laver, les conditionner correctement. Et ensuite, dans un deuxième temps, ces objets, ils vont être, après la fouille, une fois que la fouille est terminée, ils vont être étudiés par différents spécialistes, soit d'une période, soit d'un type de matériau. Donc, il y a des spécialistes pour la céramique, des spécialistes pour les monnaies, d'autres spécialistes pour le verre, pour le bois. Voilà, chaque type de vestige a son spécialiste attitré. Et ensuite, les connaissances de tous les spécialistes vont être mises en commun pour générer un rapport de fouille qui va répondre aux questions qu'on s'était posées au début de la fouille. Et si on revient sur la terminologie de ton métier, donc médiatrice en archéologie, médiatrice, ça veut dire quoi? Alors un médiateur, on en trouve dans plein de domaines, c'est quelqu'un qui fait le lien entre un objet d'étude et un public. Donc le but, c'est de transmettre des informations scientifiques à des publics qui sont complètement novices. Et étais-tu archéologue avant d'être médiatrice en archéologie? Et exactement, moi j'ai fait des études d'archéologie, c'est un domaine qui me passionne depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être archéologue et même égyptologue. Donc j'ai fait des études d'égyptologie, j'ai pendant mes études
travailler en Égypte sur des sites de fouilles. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais m'orienter vers l'enseignement. Donc je me suis dit, je vais tester. J'ai fait un remplacement dans l'enseignement secondaire pendant 6 mois. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Après, j'ai fait pour compléter mes études un master en administration de projets culturels, durant lequel j'ai fait un stage. À l'époque, c'était Conseil général de l'Essonne, où j'étais en charge d'aider à l'organisation des journées de l'archéologie, qui sont au mois de juin tous les ans, et des journées européennes du patrimoine au mois de septembre, pour la mise en valeur d'un site archéologique de préhistoire qui s'appelle Étiole, qui est situé dans le 91. Et c'est comme ça que j'ai découvert la médiation, parce que le Conseil général travaillait avec une association qui faisait de la médiation en archéologie. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, quand j'aurai fini mon master et mon stage, c'est ça que je veux faire. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience en Égypte? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Est-ce que tu as découvert une pyramide? Alors la pyramide, j'espère qu'elle était déjà découverte quand même. Alors, j'ai pas découvert de pyramide en Égypte. J'ai fouillé dans plusieurs sites. La première fois que j'y suis allée, c'était dans le Sinaï, sur un site qui s'appelle Tel El Air. J'étais allée pour étudier des figurines de terre cuite en argile, parce que c'était ma spécialité à cette époque-là. C'est des ouvriers égyptiens qui fouillent. Donc finalement, nous, on reste surtout pour étudier le matériel, s'occuper des photos, du tri, du conditionnement, du nettoyage, des choses comme ça. On imagine qu'en fait, tu es beaucoup sur le terrain et tu rentres ensuite en France pour peut-être étudier. On est dans la maison de fouille, mais on reste beaucoup dans les laboratoires et on va très peu sur la fouille. Est-ce que c'est une sorte de documentalisme d'objets trouvés? Oh non, c'est plus que ça. Non. En fait, en archéologie, c'est pas les objets en eux-mêmes qui sont intéressants, c'est le contexte dans lequel on les découvre. C'est-à-dire qu'un objet sorti de son contexte, il perd tout intérêt. C'est pour ça qu'on lutte contre les détectoristes qui se contentent de creuser des trous pour ressortir les objets métalliques. En fait, les archéologues n'utilisent jamais les détecteurs de métaux. Parce qu'on n'en a pas besoin. De toute façon, on est obligé de fouiller tout le site pour trouver le reste des objets qui ne sont pas métalliques. Tous les objets qui n'ont plus de contexte, ils nous servent à rien. On ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas de quand ils datent. Ce qui est important en archéologie, c'est le contexte archéologique. Dans quel contexte, avec quels autres objets on les a trouvés, associés à quelle structure, associés à quel autre objet qui nous permet de dater ou qui nous permet de comprendre à quoi ça pouvait servir. Mais un objet isolé n'a aucun intérêt. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote ou un moment qui t'a marqué dans ton passé d'archéologue? Dans mon passé d'archéologue, alors sur le chantier gallo-romain que j'ai fait, on fouillait, donc c'était un bâtiment en ruine, et dans une pièce, on avait dégagé le sol. La terre était marron partout, normal, et au milieu, elle était rouge. Donc on s'est dit, bon, c'est bizarre, si la terre est rouge, c'est pour une bonne raison. Donc on a fouillé d'abord toute la terre marron, on a gardé la rouge pour la fin. Et on a trouvé dans cette terre rougie un couteau de boucher, une grande lame de couteau de boucher. Comme c'était métallique ferreux, ça avait du coup rougi la terre autour. Et en fait, on l'a mis en relation avec un autre bâtiment qui avait été fouillé avant, qui datait à peu près de la même époque, et dans lequel avaient été découverts des vestiges qui pouvaient laisser penser qu'il y avait une boucherie. Donc on s'est dit que ce couteau de boucher venait du bâtiment d'en face et avait été, pour une raison ou une autre, abandonné au milieu de notre pièce, qui, a priori, n'était pas une boucherie. Nous, on était dans un bâtiment qui, a priori, était une boutique au rez-de-chaussée avec un habitat à l'étage. Donc, il n'y avait pas tellement de raison que ce couteau soit là en plein milieu. Et puis, sur ce chantier, on a trouvé... Alors ça, c'est un moins bon souvenir. On trouvait beaucoup de clous. Parce qu'en fait, il y avait une toiture qui était cloué sur la charpente et le bâtiment avait été détruit par un incendie. Et donc, on a retrouvé des centaines et des centaines de clous. On n'en pouvait plus, on bouffait du clou toute la journée. Normalement, quand on trouve un objet, on lui donne un numéro, on le met dans un sachet à part. Les clous, on les trouvait par centaines, par milliers. Donc, on faisait des sachets avec des lots de clous parce que sinon, on s'en sortait pas. Des clous et des tuiles. On a passé un été entier à trouver des clous et des tuiles. On ne pouvait plus des clous et des tuiles. Est-ce qu'on peut s'ennuyer sur un chantier, justement? Oui, on peut s'ennuyer sur un chantier. Ça peut être extrêmement répétitif. On trouve rarement des trucs extraordinaires. C'est pas ça qui nous maintient en activité. Les découvertes extraordinaires sont assez rares. Alors, qu'est-ce qui te donne envie de continuer à faire ce métier si tu ne découvres pas grand-chose? Parce que le but d'un archéologue, c'est pas de trouver des objets. On cherche pas des trésors, en fait. C'est ça que j'explique aussi souvent aux enfants. Ils s'imaginent que les archéologues cherchent des trésors, des pierres précieuses, voire des dinosaures. Donc les archéologues, en fait, leur but, c'est de trouver des vestiges pour comprendre comment vivaient les humains du passé. Et comme les dinosaures ont disparu plusieurs millions d'années avant l'apparition des premiers humains sur la Terre, on ne s'occupe jamais des dinosaures. Donc ce sont les paléontologues qui étudient les dinosaures,
Ils ont effectivement les mêmes méthodes de travail que nous, donc ils vont fouiller des sites paléontologiques, pour le coup, pour rechercher des vestiges et essayer de comprendre le passé, mais du coup, le passé avant les humains. Et nous, le passé à partir du moment où il y a des humains. Donc on ne cherche pas de dinosaures et on ne cherche pas non plus de trésors. D'ailleurs, je précise que les archéologues ne gardent pas les objets qu'ils trouvent, donc on ne s'enrichit pas. Tout ce qu'on découvre appartient à l'État et donc pas à nous-mêmes. Donc on ne garde pas les objets qu'on trouve et on ne s'enrichit pas sur les découvertes que l'on fait. Donc Indiana Jones, c'est moins Alors glamour dans Indiana la vraie Jones, vie. déjà je ne l'ai jamais vu sur un chantier de fouilles. Non Incroyable. Voilà, moi j'ai essayé de fouiller avec un fouet, ça marche pas. Hein. Donc Indiana Jones, il est archéologue de très 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 loin, tout comme Lara Croft d'ailleurs. C'est bien de le savoir parce qu'on avait tous en tête cette vision-là de l'archéologue. Du coup, tu peux pas être en shorty, Alors, on moulant. peut être en shorty, mais je le conseille pas. C'est pas l'équipement le plus confortable pour fouiller. J'aime bien aussi expliquer que, parce que tout le monde s'imagine que les archéologues fouillent avec des pinceaux. En fait, les archéologues, ils doivent généralement décaisser des mètres cubes et des mètres cubes de terre. Donc, si on y va au pinceau, à la petite cuillère, ça prend un temps dingue. Le pinceau, en fait, il sert juste à dépoussiérer les objets qu'on trouve. On fouille rarement avec des pinceaux. À moins qu'on fasse de l'archéologie funéraire où il faut y aller très minutieusement pour les squelettes. Là, on y va au pinceau et à l'outil de dentiste, mais c'est des spécialistes qui fouillent le funéraire, c'est pas tous les archéologues. Voilà. D'ailleurs, sur le chantier gallo-romain où j'ai fouillé, l'année avant que j'arrive, donc c'est des anecdotes qu'on m'a racontées, un fouilleur du coup dégageait des pierres à la pioche et s'est rendu compte qu'il y avait une pierre qui était un peu bizarre. Et en fait, c'était une statue gallo-romaine d'une petite déesse de la fécondité. Et un récipient en verre aussi s'est pris un coup de pioche et donc aurait pu être sorti intact de la fouille et sorti en petits morceaux. Tu as eu d'autres expériences à l'étranger ou en France sur des sites d'archéologie? Alors, mes premières expériences étaient en France parce que quand on fait des études d'archéologie, on nous invite dès la première année à faire des chantiers de fouilles le plus tôt possible pour découvrir la réalité du terrain. Donc, j'ai commencé par un chantier de préhistoire, j'ai fait un peu de médiéval et je suis allée plusieurs fois sur un site gallo-romain. À côté de Poitiers, où je me suis fait beaucoup d'amis. Et c'est pour ça que j'ai commencé mes études à la Sorbonne et après, je les ai terminées à Poitiers. Est-ce que tu pourrais revenir sur tes années d'études à la Sorbonne? Donc, ouais, j'ai fait à la Sorbonne un DUG en 2 ans, du coup, qui s'appelait Histoire de l'art et archéologie. C'était à la Sorbonne Paris 4. Après, j'ai fait donc la licence, qui était du coup 1 an de plus que le DUG. Comme entre-temps, j'avais fouillé à Poitiers et je m'étais fait des amis sur le site archéologique à côté de Poitiers, ils m'ont dit viens à Poitiers, il y a un master d'antiquité et on fait de l'égypto, il y a une prof qui fait de l'égypto, donc envoie-lui un mail, tu verras, peut-être qu'elle voudra bien te prendre. Et donc j'ai contacté cette prof qui m'a pris en master. Quel était le sujet de ta thèse? Alors, le sujet de la thèse, c'était transfert culturel et représentation dans l'imagerie de terre cuite de l'âge du fer au début de l'époque hellénistique en Égypte et ses confins. Je n'ai pas compris ton titre. Est-ce que tu peux nous simplifier? Alors en fait, je travaillais sur des figurines en terre cuite, donc c'est des petites figurines en argile qui sont fabriquées en Égypte. On en trouve à peu près tout au long de l'histoire de l'Égypte, mais voilà, moi je me concentrais sur la fin de l'histoire de l'Égypte. Suite à cette thèse, qu'as-tu fait? J'avais envie de j'avais trouvé un master en administration de projets culturels. Parce que j'avais depuis longtemps une idée qui me trottait dans la tête de monter des ateliers d'archéologie. Tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat direct après le master? Non, c'est venu progressivement. J'ai travaillé chez Archéolite. En fait, j'ai fait toutes les associations de médiation en archéologie qui existent en Île-de-France. Ça m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience et de voir plein de façons différentes de travailler parce qu'en fait, chacun fait un peu à sa sauce. Donc, ça m'a permis de voir ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas. Et puis, petit à petit, l'envie de créer ma propre structure est devenue de plus en plus présente. Quand j'ai fait le master en administration de projets culturels, ils nous demandaient, au cours de l'année d'études, de faire ce qu'ils appelaient un grand projet. Et donc, j'avais monté un projet que j'avais appelé l'Archéotruck. Donc, l'idée, c'était de faire des ateliers d'archéologie itinérants dans un petit camion, en fait. Et du coup, quand j'ai monté ma structure, je n'avais pas l'argent pour acheter un camion aménagé. C'était un trop gros investissement. Donc, j'ai fait des ateliers itinérants que je transporte dans ma voiture. Et j'ai transformé l'Archéotruck en les Archéotrucs.
Et les archéotrucs, ça fait aussi référence au fait que quand j'animais mes ateliers avec les différentes associations dans lesquelles j'ai travaillé, à chaque fois que j'arrivais avec les enfants, et ils me demandaient toujours qu'est-ce qu'on va faire comme truc d'archéologie aujourd'hui. Alors du coup, ce nom avait un peu du sens, quoi. Moi, je connais la petite copine de ma fille. Elle s'appelle Cléa, sa copine, et elle est passionnée par l'Égypte et les fouilles archéologiques. Est-ce qu'on peut se le dire à 7 ans qu'on veut faire ça? Tout à fait. Moi, il me semble que dans mon souvenir, j'ai été passionnée d'Égypte à 4 ans. Donc, Waouh. dans mon souvenir, c'était... mes parents m'avaient abonné à un petit magazine que je recevais tous les mois avec une histoire à l'intérieur. Et une fois, il y a eu une histoire qui parlait de l'Égypte ancienne et ça m'avait complètement fascinée. Ça s'appelait Les Belles Histoires. Et puis après, il y a eu Tintin et les cigares du pharaon. Puis je me suis coltinée tous les reportages qui passaient à la télé sur l'Égypte. J'adorais ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous enseigner 3 termes qu'on ne connaît pas? Oui, alors en préhistoire, on découpe le temps artificiellement en périodes. Donc les plus connus sont le paléolithique, l'âge de la pierre ancienne, dite pierre taillée, et le néolithique, l'âge de la pierre nouvelle, dite pierre polie. Donc au paléolithique, c'est l'époque des chasseurs-cueilleurs. Le néolithique, c'est la période où on devient sédentaire, donc on construit des habitats fixes, les premiers villages. Et en fait, entre ces 2 périodes, il y a une grande période de transition qui s'appelle le mésolithique, qui veut dire techniquement l'âge de la pierre du milieu, entre les deux. Donc, ils ne se sont pas foulés. Non, mais c'est ça. En fait, on a calqué le nom. Voilà, on a voulu garder la même forme avec lithique et puis on a collé entre paléo ancien et néo nouveau. On a mis méso, le milieu. Donc l'âge de la pierre intermittente du milieu. Donc mésolithique. Mésolithique, voilà. Et donc il y a plusieurs innovations à cette époque-là, qui est une époque très méconnue. Donc il y a toute l'évolution des techniques de taille de silex déjà, pour passer de la pierre taillée à la pierre polie. On va commencer à créer des arcs, des flèches et des pointes de flèches, parce que le climat va se réchauffer, les forêts vont pousser, donc on ne peut plus chasser à la sagaie comme on faisait dans les grandes plaines auparavant. La faune aussi va changer. Il y a des animaux qui vont disparaître, notamment le mammouth qui va remonter beaucoup plus au nord et qu'on ne trouvera plus sur le territoire qui est actuellement la France. Le mégacéros va aussi disparaître. C'est un espèce de cerf avec des bois immenses. Il n'est plus adapté à la vie en forêt, donc il disparaît aussi. Voilà, donc tous ces changements se produisent au Mésolithique. Deuxième mot. Un autre mot sur l'archéologie, un coprolithe. Qu'est-ce qu'un coprolithe? Laura, tu as l'air de savoir ce que c'est. Alors, pas du tout. Alors, laissons un grand blanc pour nos auditeurs pendant qu'ils réfléchissent c'est dans un mot leur rigolo. voiture. Coprolithe. Coprolithe, c'est un mot rigolo. Alors, lithos, c'est la pierre en grec ancien. Et copro, c'est le caca, les excréments. Donc, un coprolithe, c'est un caca fossilisé. Voilà. Wow, il y a des cacas fossilisés. La question de Sarah, je pense, c'est comment un caca ne se désintègre pas et se fossilise. En fait, je pense que c'est ça la vraie question. Bon, alors, je ne suis pas Il spécialiste. chiait pas de Parce la que comme pierre. tu dis, il faut le bon climat, il faut les bonnes spécialiste. conditions. Tu vois, il y a quand même des conditions Ouais, voilà. spécifiques pour C'est que ça se alors, fossilise. je ne suis pas paléontologue, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc, les fossiles concernent les paléontologues. Souvent, les gens confondent fossiles et vestiges. Donc, un fossile, c'est un être vivant ou un matériau organique qui, dans des conditions particulières de chimie et de pression, petit à petit, avec beaucoup de temps, se transforme en pierre ou laisse une empreinte dans de la pierre. Ça, c'est un fossile. Et un vestige, du coup, c'est un objet laissé par les humains du passé. Du coup, après, mésolithique, coprolithe. Carpologie, vous vous souvenez? Donc la carpologie, c'est l'étude des graines en archéologie. Comme on l'a dit, hein, les matériaux organiques, dans des conditions normales, ça ne se conserve pas. Donc, techniquement, les graines, ce n'est pas censé se conserver. Tout comme le bois, la peau d'animal, le cuir, ce sont des matériaux les aliments qui disparaissent avec le temps. Et donc, les matériaux organiques ne se conservent que dans 4 conditions. Soit dans des milieux sans eau, donc extrêmement secs. Soit dans des milieux dits anaérobies, c'est-à-dire sans oxygène. Donc on va retrouver des épaves de bateaux, par exemple, sous la mer, qui se seront conservées parce qu'il n'y a pas d'oxygène profondément sous l'eau. On peut retrouver les matériaux organiques aussi dans les milieux très froids, donc pris dans la glace.
Donc là, on va surtout retrouver du coup les mammouths qui se sont réfugiés très au nord. Donc des petites graines carbonisées, on pourrait croire que ça n'a aucun intérêt. En fait, c'est très important en archéologie. Les milieux qui sont les plus intéressants pour les archéologues, ce sont, on va revenir sur le caca, les dépotoirs et les latrines en fait. Parce qu'on retrouve plein de trucs hyper intéressants dans les dépotoirs, c'est-à-dire les poubelles, tout ce que les gens ont jeté. C'est fascinant, on retrouve tout un tas de trucs. Et dans les toilettes, on va retrouver des choses que les gens ont perdues. On peut avoir des informations sur la santé des gens, qu'est-ce qu'ils avaient comme maladie, comme parasite, qu'est-ce qu'ils mangeaient en étudiant, voilà, les excréments. Là, on parle vraiment de valorisation des déchets. C'est bien Voilà. le cas. Les fouilles aquatiques, c'est de l'archéologie? Les fouilles subaquatiques, oui. Alors, par contre, c'est des archéologues très spécialisés. Il faut avoir ses brevets de... Il faut savoir nager. Il faut savoir plonger. Il faut avoir ses brevets de plongée sous-marine pour pouvoir faire de l'archéologie subaquatique et sous-marine. C'est des méthodes qui sont très spécifiques parce qu'effectivement, sous l'eau, il faut pas remuer la vase, sinon on voit plus rien. C'est pas le pinceau. C'est différent. La pioche. On n'y va pas à la pioche sous l'eau. On imagine. ralenti. Attention. Et Genre dans puis, l'espace. il faut gérer quelque chose qu'on a moins à gérer en archéologie qui passe sous l'eau, c'est-à-dire la stabilisation des vestiges qu'on découvre. Parce que, je vous disais, les matériaux organiques se conservent très bien sous l'eau, mais quand on les remonte à la surface, ils se retrouvent en contact de l'oxygène, et humidité-oxygène, la décomposition commence immédiatement. Donc il faut avoir anticipé la conservation des objets dès qu'ils sortent de l'eau, en fait. Surtout quand ils sortent de la mer où ils sont pleins de sel, et le sel va venir ronger immédiatement. Donc si on n'a pas anticipé le dessalage et la conservation des matériaux dès le bateau, le temps qu'on les ramène sur Terre, c'est déjà dégradé, quoi. Quel est ton site internet et quel est ton compte Instagram et Facebook? Alors, vous me retrouverez sur internet sur le site lesarchéotrucs.com. Et sur Instagram et Facebook, ça s'appelle aussi Les Archéotrucs. C'est facile. Je travaille depuis quelques années avec le Musée d'histoire naturelle de Bourges, qui organise tous les 2 ans un week-end en préhistoire, avec plein d'intervenants. Donc si vous êtes du côté de Bourges, n'hésitez pas. Alors cette année, il n'y aura pas, parce que c'était l'année dernière. Mais du coup, en 2027, il y aura le week-end en préhistoire à Bourges. En plus des ateliers, je propose des box d'archéologie qu'on peut commander et recevoir à la maison. Alors il y en a 6. Il y en a une sur les Celtes, une sur l'invention de l'écriture, une sur les modes de vie au paléolithique, une sur la vie au néolithique, une sur une spécialité d'archéologie qui s'appelle la carpologie, c'est l'étude des graines et les connaissances qu'elle nous apporte sur l'alimentation et le climat des populations du passé, et la dernière sur les momies. Et donc moi, il y en a 2 que je préfère, c'est celle sur l'invention de l'écriture, avec des activités sur les hiéroglyphes et l'écriture cunéiforme. C'était l'écriture qui est apparue en Mésopotamie, qu'on gravait sur des petites tablettes d'argile. Et la deuxième que j'aime beaucoup, c'est celle sur le paléolithique, parce qu'on fabrique les petites maquettes de campements préhistoriques que je trouve vachement chouettes. Donc au départ, elles étaient individuelles, et on s'est rendu compte qu'il y avait des établissements qui étaient loin de nous, où on ne pouvait pas aller animer, ou qui avaient des budgets un peu plus serrés et qui ne pouvaient pas nous faire venir en animation. Et on s'est dit qu'on pouvait leur proposer du coup les box pour qu'ils animent eux-mêmes leur atelier en version collective. On peut en acheter. Alors il faut me contacter pour obtenir un devis. Vous me dites pour combien d'élèves c'est. Et ensuite, je vous mets tout le matériel dans un carton pour l'ensemble du groupe. Élodie, quel métier aimerais-tu découvrir dans un prochain épisode de Podtaf? Je ne sais pas, la police scientifique ou les enquêteurs dans la police, voilà. Ou bien, il y a une autre passion que j'ai dans la vie, c'est la généalogie. Notamment ceux qui travaillent pour les successions, les notaires dans les successions et qui cherchent qu'on souhaite tous héritiers. être contactés par eux. Voilà. Trop bien. Bon, Écoute, challenge accepté. défi accepté. Merci beaucoup, De Élodie, rien. pour ton C'était temps. un grand plaisir. On a voyagé avec toi, c'était dans le temps, dans l'espace. C'était super intéressant. On a vraiment fouillé là où il fallait. Maintenant, il faut qu'on essaye de caler les mots carpologie, Carpologie mésolithique. et coprolite. Coprolite, c'est mon préféré. Je le garde. Sur ce, merci beaucoup. Et pour vous qui nous écoutez, on adore les défis à Podtaf. Si vous avez un métier que vous aimeriez nous faire découvrir ou que vous voulez qu'on vous fasse découvrir, écrivez-nous sur notre boîte mail podtaf.lepodcast@gmail.com ou via nos comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode de Podtaf, le podcast qui te fait découvrir les métiers. Quel est ton métier? En fait, j'ai aucune idée de comment ils font ce métier. Ça tourne! Podtaf, Podtaf, Podtaf. Tu parles si bien, sans filtre. On dit tout. C'est nous. Coupé!